public, en tout cas en France, qui s'est vraiment développé ces dernières années. Il y a un secrétariat d'État maintenant qui existe depuis 2019, spécifique pour l'enfance, la protection de l'enfance. Donc il y a bien une politique publique qui consiste à accompagner les parents, notamment par des actions d'écoute, de soutien, de conseil et d'information. Une stratégie nationale de soutien à la parentalité, la première, qui a eu lieu de 2018 à 2022, puis qui se poursuit, dont un des axes transversaux pistes de travail porte sur la parentalité et le handicap. Voilà, je parle de ça parce que je parle de ma place d'assistante sociale, en tout cas à l'hôpital, auprès d'enfants malades ou porteurs de handicap. Et puis donc une stratégie Pacte pour l'enfance autour de 3 piliers. La prévention, l'accompagnement des enfants sur les 1000 premiers jours, le plan de lutte contre les violences faites aux enfants et la stratégie nationale de prévention de prévention de l'enfance. Donc on voit bien qu'en fin de compte, ces enfants-là, en termes de protection et en termes d'accompagnement de leurs parents, on part bien du champ de la périnatalité, même avant la naissance, et puis jusqu'à la majorité, même plus. Donc ces missions sont portées par de nombreuses institutions, le PMI, la CAF, l'aide sociale à l'enfance, l'éducation nationale, et aussi les hôpitaux. Ce que je verrais aussi, en essayant d'être positif, c'est de se dire qu'au final, il y a plein de professionnels différents, surtout, qui sont très complémentaires dans la prise en charge et dans l'accompagnement des enfants et de leurs familles, et que chacun à sa place, au final, peut amener sa pierre à l'édifice. La question et l'enjeu plutôt, c'est comment on se coordonne les uns avec les autres et comment on se connaît. Et du coup, comment on se reconnaît les uns avec les autres dans ces compétences qui peuvent au final être complémentaires. L'enjeu, il est plutôt là. La particularité de l'hôpital, c'est ce qu'on se disait déjà un petit peu tout à l'heure, c'est que dans un même lieu, on a cette chance-là de pouvoir travailler avec des tas de professionnels différents sur place. Donc du coup, les médecins divers et variés, infirmières, aides-soignantes, puéricultrices, assistantes sociales. On a cette chance-là de pouvoir tous travailler ensemble. Le maillage que d'autres appellent de leur vœu et la complexité que ça introduit dans leur pratique, il est de fait à l'œuvre dans votre milieu d'activité. Ça, effectivement, j'imagine que c'est très facilitant. Donc en tout cas, il y a un croisement des regards et des évaluations, ce qui est quand même la grande richesse, et en particulier dans la réflexion autour de la prise en charge des enfants en danger ou en risque de danger. Mieux les soignants seront formés, pourront repérer un certain nombre de situations, et mieux à un moment donné, on arrivera malgré tout le flux des situations à repérer en tout cas les enfants qui auraient besoin à un moment donné d'être protégés. 5 à 10% d'enfants qui ont soit un trouble du développement intellectuel, soit un trouble du spectre de l'autisme, soit des troubles plus spécifiques des apprentissages, ce qu'on appelle les troubles du développement des coordinations, troubles de développement du langage oral, mais aussi troubles d'attention avec hyperactivité. Tout ça, c'est une nébuleuse qu'on a mis ensemble maintenant parce qu'ils ne sont pas chacun séparés, puisque les enfants présentent le plus souvent plusieurs troubles associés et pas un seul trouble séparé. Ces troubles, ils sont souvent aussi intriqués avec des problèmes de maladies somatiques, des problèmes de sommeil, des problèmes d'alimentation, des problèmes d'épilepsie, mais aussi des problèmes de la sphère émotionnelle, des enfants qui sont plus anxieux, parfois plus soumis à des facteurs dépressifs que d'autres enfants. Donc on voit bien que c'est une vulnérabilité à la fois neurodéveloppementale, neuropsychologique, cognitive, mais aussi affective, et que tout est lié à ce niveau-là. Et on voit ici que aussi c'est intriqué avec des facteurs d'environnement. Donc c'est-à-dire que la résultante de l'impact de ces troubles du développement dans la vie de tous les jours, ça résulte à la fois de la vulnérabilité de l'enfant lui-même, qui est réelle, qui n'est pas liée qu'à des facteurs extérieurs, puisqu'encore une fois, il y a des facteurs de prédisposition neurobiologique qui sont absolument déterminants, mais qui n'expliquent pas tout et qui n'expliquent pas tout l'impact de ces troubles dans la vie de tous les jours. Et donc, ces facteurs de risque, on les connaît, et on a mis ici une douzaine de facteurs de risque dans cette plaquette destinée aux médecins de première ligne. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est vrai que les enfants qui sont repérés comme à risque, les anciens grands prématurés, ou les enfants dont on sait qu'il y a eu une exposition à l'alcool pendant la grossesse, ou bien qu'il y a eu des anomalies cérébrales à l'échographie, et on se demande quelle va être la trajectoire. Ces enfants sont suivis. Le problème, pour la majorité des enfants qui ont les troubles du neurodéveloppement, c'est que c'est pas écrit sur leur front « je vais développer un TSA, je vais développer un trouble du développement intellectuel ou une dysphasie ». Et donc, l'enjeu, c'est de les repérer, et ça concerne le droit commun. Les professionnels de crèche, de la petite enfance, de PMI, mais aussi le médecin généraliste, le médecin pédiatre. Et on s'est aperçu, le 11, c'est un travail qui a été mené au niveau national, au niveau de la stratégie nationale autisme et troubles du développement, depuis 2018, avec la création d'un outil de repérage pour les professionnels de première ligne,
pour qu'ils puissent être aidés à repérer un développement inhabituel. Inhabituel, on ne marche pas à 18 mois, c'est inhabituel. On ne parle pas à 2 ans, c'est inhabituel. On n'est pas en train de dire c'est pathologique ou pas, mais simplement pour alerter et que le médecin n'aille pas dire aux parents « vous vous inquiétez trop, on ne compare pas 2 enfants » et tout ce qu'on entend, et qui généralement sont des véritables blessures d'une violence inouïe quand les parents ont repéré qu'il y avait un trouble du développement et qu'on leur dit « vous vous inquiétez trop ». On est quand même quelques centaines de milliers de professionnels, et vous en faites partie, autour justement de ces questions, là en l'occurrence de la petite enfance, mais ça va jusqu'à l'âge adulte et aux personnes vieillissantes. Mais on voit bien une nébuleuse de professionnels, chacun à sa place. Alors s'il y a des métiers qui ont été oubliés, vous venez me voir à la fin pour que je vous rajoute, parce que généralement c'est le cas. Mais c'est pour dire à quel point ces sujets complexes, aux confins de dimensions sociales, psychiatriques, sociologiques, éducatives, neurobiologiques, génétiques, tout ce qu'on veut, on voit bien qu'on ne peut pas aujourd'hui, dans la complexité de ces situations, penser régler le problème tout seul. Donc cette diapo, elle sert simplement à dire ça, et à dire une deuxième chose qui est l'enjeu des formations croisées entre professionnels, parce que si on continue chacun à avoir sa formation initiale avec ses propres référentiels qui ne sont pas les mêmes que les autres professionnels, on va continuer à ne pas se comprendre entre professionnels. Et ça, c'est quand même le premier obstacle pour les personnes accompagnées, quand les professionnels n'arrivent même pas à se comprendre entre elles. On voit bien que de manière générale, la maladie ou le handicap sont des facteurs favorisant la maltraitance. Les enfants porteurs d'une différence sont plus à risque, x3 ou x4, d'être victimes de maltraitance. Et pourtant, au final, les soignants sont très peu formés. Il y a à peine quelques heures, voire même, je crois, 2 heures, sur l'ensemble de la formation des médecins on sensibilise à la protection de l'enfance. Donc vous voyez qu'au final, on se dit souvent, bah oui, mais les professionnels de santé, ils ne savent pas, etc. Mais en fait, ils ne sont pas formés au démarrage pendant les formations initiales. Et l'enjeu, c'est que la personne, que ce soit même un enfant, un nourrisson, un adolescent handicapé, un adulte, c'est de se dire, mais finalement, lui, qu'est-ce qu'il en pense ? Même s'il n'est pas verbal, et ce n'est pas facile. Quelles sont ses aspirations, quels sont ses désirs profonds, quels sont finalement ce qu'il veut faire, malgré ou avec son handicap. Donc bien sûr, il y a des besoins de soutien pour essayer d'élaborer ensemble le projet. Et c'est vraiment de se dire que ce qui est au centre, c'est le projet de la personne, mais ce n'est pas la personne elle-même qui, elle, doit être acteur pour avoir un minimum le sentiment d'agir sur sa propre vie. Et ça, on appelle ça, en termes chics, l'autodétermination. Mais c'est compliqué, en fait, pour nous, les professionnels du soin, parce qu'on prend soin, ils sont objets de nos soins, de nos bons soins, on l'espère, mais l'enjeu, il est beaucoup plus loin. On a un véritable enjeu de conversion de nos regards dans notre manière d'exercer notre métier vis-à-vis des enfants, des adultes qui nous sont confiés. Quelle est la part de sa parole que j'entends quand je suis préoccupé par plein d'autres trucs de mon propre métier ? C'est un vrai enjeu, je n'ai pas la réponse, mais je pense que chacun, on a à travailler sur cette autodétermination, un minimum, que la personne prenne part aux décisions qui la concernent. Alors ça paraît facile comme ça dans un amphi, mais peut-être pour moi en tant que pédiatre, déjà m'occuper à regarder l'enfant et pas uniquement les parents pour être sûr qu'ils vont donner le médicament, il y a déjà en soi un travail en consultation pour vraiment que l'enfant soit centré et qu'il soit sujet de mes soins. Comment favoriser l'autodétermination, la prise d'initiative au regard de l'âge de la personne, de ses capacités à un moment donné, et comme vous le disiez, savoir se décentrer peut-être je ne sais pas si c'est des paradigmes, mais enfin des habits professionnels, des représentations, des habits un peu mentaux presque qu'on a développés notamment lors d'études très longues, dans le social comme dans le soin, et je pense que ça ne peut être qu'au bénéfice de l'individu, effectivement. C'est qu'il redevienne acteur de ce qu'il est, de ce qu'il veut devenir, avec le moins de pression possible, parce qu'il y a ça aussi, que ça ne devienne pas non plus une injonction à réussir ou à devenir autre chose que ce qu'on est. En tant que professionnel, déjà, c'est de faire confiance dans votre qualité de professionnel. Que vous soyez éducateur de jeunes enfants dans une crèche, que vous soyez infirmier, service social, vous avez de la bouteille, pas quand on est marre, mais au bout d'un certain temps, on a de la bouteille, et donc on peut faire confiance quand même dans sa capacité d'observation, à condition qu'on sache se remettre en doute et qu'on n'aille pas dire « j'ai raison », mais il faut aussi avoir confiance dans sa propre compétence professionnelle. À l'ère où il y a des tas de grilles d'évaluation, des tas de questionnaires, des tas de trucs, un bon questionnaire d'évaluation, pour voir justement si l'enfant est dans les clous ou pas, ça basé sur votre observation. Donc
ayez confiance dans votre observation. Bien sûr, il faut l'entraîner, il faut la soumettre aussi à contradiction extérieure, mais c'est basé là-dessus. C'est votre qualité clinique qui permet ensuite de dire oui, là, clairement, il est hors des clous sur le plan neurodéveloppemental, par exemple. Et puis, par ailleurs, ne pas rester seul, parce qu'il y a des situations, comme toujours, quand c'est inhabituel, c'est flottant, c'est du gris, et il faut parfois patienter aussi, et savoir donner un peu de temps, pas trop, pas du temps vide, mais du temps où on s'est déjà occupé de l'enfant, et donc savoir le confier à des gens qui peuvent s'en occuper et intervenir, parce que c'est un temps important pour voir justement comment l'enfant, finalement, mobilise ses compétences quand on a enrichi l'environnement. Donc, vous voyez, ce n'est pas forcément l'inquiétude de l'immédiateté, mais aussi de se donner du bon temps, du temps plein, pas du temps vide, où on se dit, on se revoit dans 6 mois, et puis au revoir madame. Et vraiment un temps d'accompagnement pendant lequel il se joue beaucoup de choses. Et c'est là que l'interaction et que les mobilisations des compétences de l'enfant permettent de nous dire « Ah bah finalement, ça va pas si mal que ça, il rattrape le peloton », ou au contraire, « Non, il continue quand même à se décaler », alors qu'on a une alliance avec la famille, alors que... mais oui, mais il y a quand même quelque chose dans son cerveau qui ne fonctionne pas comme il devrait quelque part. Et ça, parfois, ça nécessite un petit peu de temps. En complément, je dirais, en fait, il faut se poser la question. Voilà, se poser la question. Alors, vous parlez de la vulnérabilité, j'ai envie de dire les vulnérabilités, comme vous disiez au départ. On boucle un peu la boucle, parce que les vulnérabilités, il y en a plein. Hein. Mais déjà, justement, c'est se poser la question. Hein, en protection de l'enfance, le docteur Goun, il n'arrête pas de se le dire, c'est que déjà, il faut se poser la question. Il faut se dire que ça existe. Hein, les vulnérabilités, elles existent. La maltraitance, ça existe. Et donc, le fait de se poser la question, et après de se faire confiance, et de travailler ensemble. Et sortir d'un schéma simpliste. Merci beaucoup à tous les deux. Merci.